Bonjour à toutes et à tous. En ce début d'année, je vous présente mes meilleurs voeux de santé, de bonheur et surtout de sortie de restrictions de circulation qui nous affectent tant. Je voudrais aujourd'hui euh, commencer l'année avec une leçon que je consacrerai aux 3000 dans les Pyrénées. Il s'agit donc de traiter dans cette leçon la haute montagne pyrénéenne et c'est plus ou moins 212 pics dont l'altitude dépasse les 3000 mètres dans notre montagne et forme la crête sommitale de la montagne. Cette crête sommitale, nous la connaissons bien puisque nous vivons le plus souvent dans les contrebas. Il s'agit d'une barrière qui apparaît très nettement, mais que l'on se place au nord comme on se place au sud de la montagne. Alors, une barrière, et puis au-dessus, une dentelle. Et cette dentelle, ce sont ces 3000 que nous allons étudier aujourd'hui. Nous garderons quand même toutefois en tête qu'il s'agit d'altitude relative. 3000 mètres dans les Pyrénées, c'est très haut. Mais par rapport à l'Himalaya et aux 8848 mètres de l'Everest, c'est beaucoup moins haut et c'est aussi beaucoup plus élevé que les 1142 mètres du Brocken dans le Harz en Allemagne, qui est une montagne mythique pour de nombreux Allemands parce que dans cette montagne, sur cette montagne courent de nombreuses légendes germaniques et puis de nombreux contes, des histoires, et les Allemands aiment beaucoup cette montagne mythique, ce qui ne les a pas empêchés d'ailleurs de la surmonter d'un relais de téléphonie. Parce que dans l'approche de ces sommets, et disons-le d'emblée, au-delà de la dimension physique qui va accompagner l'ascension de ces sommets, il y a une approche historique et sociale. C'est la conquête et la possession du haut, de l'altitude. Alors, pour aborder cette, cette leçon, on va prendre un texte écrit par un des spécialistes de la très haute montagne pyrénéenne, Henri Russell, qui a écrit en 1890 un livre en anglais qui s'appelle Pau Biarritz Pyrénées et qui a été repris par les éditions Privat récemment. Et j'ai intitulé ce texte Les Pyrénées depuis Pau. Lisons. Par une claire journée, quand il est lisible, le panorama de Pau est sans conteste quelque chose d'une suprême grandeur. Le voilà. D'une suprême grandeur et de beaucoup de charme. Il y en a peu de semblables en Europe, s'il en existe d'autres. Lorsqu'il regarde vers le sud, le spectateur peut apercevoir au premier plan le Gave qui coule et scintille à 50 mètres en contrebas, au milieu des prairies et des arbres du vert le plus intense. J'ouvre une parenthèse pour dire que quand Russell a écrit ce texte, il n'avait certainement pas vu la gare de Pau qui est en contrebas. Je ferme la parenthèse. Derrière le Gave, vous apercevez une masse confuse de collines ondulées et, plus loin, les Pyrénées majestueuses surgissent comme un mur bleu, blanc et scintillant. Un mur bleu, blanc et scintillant. Vous avez noté que le fond d'écran de mon PowerPoint, on a essayé de le rendre bleu et blanc pour le scintillant. On n'y est pas parvenu. Je ferme la parenthèse à nouveau. Un mur bleu, blanc et scintillant de 100 km de long, des collines de Montrégeau dans la lointaine extrémité est, jusqu'au modeste pic d'Annie, sud-sud-ouest de 1504 mètres. Quoique de nombreux sommets, sur une aussi longue ligne, s'élèvent à 2700 mètres et quelques-uns à 3000 mètres et même plus,
La hauteur moyenne de la chaîne, telle que l'on peut la voir de Pau, n'excède pas 2600 mètres ou 8700 pieds environ. Ce livre a été écrit en anglais pour des Britanniques. Conclusion. Le spectateur est beaucoup trop près pour apercevoir la frontière. Et toutes les majuscules et tous les mots en italique, je les ai repris du texte, bien sûr. La frontière plus élevée qui s'étend derrière, et encore moins les pics espagnols, avec lesquels les Pyrénées atteignent leurs plus hautes altitudes, le Netou, c'est la Neto, 3404 mètres, les Posettes, 3367, le Mont Perdu, 3352. Ces pics sont tous en arrière-plan dans le lointain et aussi invisibles que ceux de l'Himalaya. Que retenir de ce texte? D'abord les majuscules, les italiques, les hauteurs en pied, et puis alors les comparaisons. Il y en a peu de semblables en Europe, bien sûr qu'il y en a des semblables, mais bon, c'est recèle. Et puis cet appel à l'Himalaya. L'Himalaya, c'est une montagne mythique, mais les Pyrénées ressemblent à l'Himalaya parce qu'elles ne montrent pas leur haut sommet. Et on note d'emblée, mais on y reviendra, surtout en troisième partie, c'est-à-dire à la prochaine fois, un sentiment de supériorité latent des pyrénéistes par rapport aux autres pratiquants des hautes montagnes. Alors, avec ce texte, nous allons parcourir la première partie du plan pour aujourd'hui et les deux secondes parties seront traitées la prochaine fois avec comme fil rouge déterminer comment la recherche d'élévation que constitue l'ascension d'un très haut sommet dépasse le seul acte sportif et physique, peur comprise, pour s'emplir de signification sociologique, culturelle, voire anthropologique. Donc aujourd'hui, nous allons traiter de très hauts sommets dans de très vieux matériaux, avec comme image symbole le Vignemale et le glacier des Oulettes de Gobes qui illustre la partie droite de la diapo. Et nous répartirons notre propos en trois sous-parties au cours desquelles je vais voir successivement d'abord les paysages. Voilà un travail de géographe. Ensuite, toujours en géographie, l'explication. Et là, nous avons une explication paradoxale. Les matériaux les plus anciens de la chaîne sont portés au plus haut. Et enfin, il s'agit de trois villes. Alors on verra la marque de la neige et la marque des glaciers. Donc, d'emblée, la montagne, on l'a vu dans le texte de Russell, cette haute montagne ne se laisse pas approcher facilement. Les mots pour la désigner eux-mêmes sont très particuliers. Maladetta, c'est là qu'on a le point culminant, la netto, le netou. Maladetta, ça veut dire les monts maudits. Et dans de nombreux textes de la littérature, on parle des monts maudits. Ou alors ce fameux sommet, le mont perdu, El Monte Perdido, qui montre que quelque part il faut aller très très loin pour y arriver. Donc, d'emblée, d'entrée de jeu, on va reparler de pics aussi invisibles que ceux de l'Himalaya. Mais nous allons changer de focale. On va voir d'abord de loin et ensuite on va voir de près. Alors, vu de loin. Alors, vu de loin, il s'agit d'une montagne que l'on aperçoit très très tôt, que l'on vienne du sud, d'Espagne, d'Aragon, de Catalogne, du Pays Basque, ou que l'on vienne du nord, de Gascogne, du Toulousain, du Pays Basque aussi. Nous avons cette crête dentelée qui est là et que l'on aperçoit particulièrement bien depuis la rambarde du boulevard des Pyrénées à Pau. On distingue mal les sommets les uns des autres parce que c'est une dentelle
comme je l'ai dit en début de leçon. Et puis aussi, il s'agit de montagnes changeantes selon l'angle selon lequel on les regarde. Et puis ceux qui sont habitués à un balaïtou sous un certain angle, du côté en le voyant de Pau, le découvrent sous un autre angle en le voyant depuis Tarbes-Lourdes. Donc nous avons là des choses qui changent et merci aux tables d'orientation. Et en particulier, je vais m'arrêter sur cette magnifique table d'orientation de 1 km 800 de long qui est le boulevard des Pyrénées à Pau et que l'on a sur la diapositive. Ce boulevard des Pyrénées est bordé par une rambarde en fonte boulée. Il mesure 1 km 800 de long. Il a été construit à la fin du 19e siècle, 1893-1899, quand Pau était très fréquenté par les fameux Britanniques pour lesquels Russell a écrit notre texte de référence. Et sur cette rambarde sont incisées les directions de 54 sommets de la montagne par rapport à ce que vous voyez là et qui est la partie sommitale et le paratonnerre de l'ancienne usine des tramways. Alors, cette usine des tramways a été construite en même temps que le boulevard des Pyrénées et on a incisé, vous le voyez là, la direction par rapport au paratonnerre de 54 sommets. Et dessous, on met le nom du sommet, Pic du Midi d'Ossau. Là, il ne fait pas 3000 mètres, 2885 mètres. Et puis, on peut se repérer. Et tout le long de cette promenade, très fréquentée encore de nos jours, mais depuis le début, on a des petits panneaux didactiques qui, très méthodologiquement, nous indiquent comment utiliser le repérage. Nous avons là l'établissement d'un contact entre la montagne au loin et puis la ville des contrebas, entre l'observateur qui n'est pas dans la montagne et cette montagne, avec l'utilisation du paysage et de l'aménagement urbain qui font du boulevard des Pyrénées un exemplaire d'un véritable land art. Et c'est pour ça que j'ai mis comme titre de la diapo Land art palois. Alors, dans cette skyline qui apparaît, bien sûr, les 3000 sont minoritaires. On aperçoit le Camp Vieille, 3173 mètres, le Néouviel, 3091 mètres, sous un angle que l'on ne connaît absolument pas, le Piglon, 3192 mètres, et le pic Bugaret, à 3031 mètres. Mais c'est un paysage de montagne vu de loin, un mur bleu, blanc et scintillant. Et ce mur bleu, blanc et scintillant que Russell décrit vu du nord, on le trouve aussi vu du sud. Et sur cette diapo, partie gauche, voilà comment apparaît la montagne depuis le col de Montrepos en venant de Huesca et en se dirigeant sur Sabiñánigo en Aragon. Et donc, nous avons cette idée d'élévation, d'enlèvement, d'effet de barrière, et la montagne apparaît dans une livrée différente au gré des saisons, avec la crête dentelée. Et cette expression d'enlèvement, de barrière, de grande hauteur, on la trouve dans toutes les expressions, qu'elles soient littéraires ou picturales, et je n'ai pas résisté au plaisir pour montrer cet effet de barrière, de vous montrer cette gravure, cette peinture, pardon, de Gustave Doré, faite au XIXe siècle, peinture de Gavarni, du temps où il y avait davantage de glace que maintenant. Et puis, parlons des autochtones, des paysans de l'époque et des résidents actuels, même s'il y a très très peu d'agriculteurs. Alors, dans ces autochtones, il y a nous-mêmes, bien sûr, immergés dans notre quotidien, immergés sous le cosmos qui nous entoure.
Et souvent, on ne fait pas attention, on ne les voit pas, sauf à l'occasion d'une balade, d'un coucher de soleil, ou alors d'un cours de géographie. On est exactement comme les Vénitiens qui ne voient plus leurs canaux et comme les Grenadins qui ne voient plus l'Alhambra. Ça, c'était vu de loin. Alors maintenant, changeons de focale et voyons la haute chaîne vue de près. Et là, il faut aller chercher les 3000. Il faut aller les chercher au fond de la montagne, au fond des vallées. Et dans les Pyrénées, il y a beaucoup moins de routes que dans les Alpes. Donc, il faut marcher longtemps. Ils sont au fond de chaîne. Les sommets géosymboles sur lesquels nous reviendrons la prochaine fois, que ça mesure moins de 3000 mètres. Le pic du Midi de Bigorre 2876, le pic du Midi d'Ossau 2877. Ça, c'est pour les Béarnais et pour les Bigourdans. Mais le Canigou, qui longtemps est passé pour le sommet le plus élevé des Pyrénées, ne fait que 2784 mètres. Et nous y reviendrons. Et même en Andorre, état montagnard silanais, c'est la Coma Pedrosa qui est le point culminant, à 2942 mètres. Donc 3000 mètres, c'est très élevé et il faut y aller. Et au milieu des autres sommets, les plus proches, la montagne que l'on veut visiter, que l'on veut gravir, que l'on veut aller voir, et bien on la distingue mal des autres. Maintenant, le travail est facilité avec tous les logiciels de repérage que vous connaissez. Et nous avons là une solitude qui se développe avec une végétation rase en été, avec beaucoup de neige en hiver, mais nous y reviendrons, avec des contrastes selon les saisons. Voilà, donc j'ai montré ici la photo, une photo partie gauche du Taillon et du Gabietou, sur lesquels nous reviendrons tout à l'heure, et puis cette vision de la Maladetta, qui est la vision d'Henri Tonnelet au XIXe siècle. Avant d'aller plus loin et de vous parler d'Henri Tonnelet, je voudrais parler de cette qualité de l'approche du 3000 en très haute montagne, avec en particulier un silence, qui est toujours un silence minéral. Il n'y a plus les bêtes, il n'y a plus les troupeaux. Il peut y avoir quelques isards qui font tomber des pierres, mais très peu. Chute de pierres, claquement de roches gélives, chuintement d'un départ d'avalanche et fracas à l'arrivée. Et puis sur les parois, résonnant, le cri des oiseaux, des choucars en particulier, qui résonnent dans les falaises. Et tout cela donne une atmosphère particulière à la haute montagne pyrénéenne qui ne se laisse pas découvrir facilement. Et ça a frappé tout le monde dès le 19e siècle quand on a créé le pyrénéisme. Et là, l'anthropomorphisme avec la femme apparaît dans toute cette littérature romantique, dans des expressions que l'on ne saurait utiliser, des expressions stylistiques et de vocabulaire que l'on ne saurait utiliser maintenant. Là, je me réfère aux travaux de Michel Rode, que je citerai en bibliographie, que je vous donnerai la prochaine fois. Qui oserait écrire en 2021 ce que disait Schrader en parlant de ces touristes qui, je cite, ouvrez les guillemets, qui s'arrêtent au seuil, ne cherchent pas à pénétrer plus avant dans l'intimité de cette puissante nature. Voilà, qui oserait écrire ce que Henri Tonnelet euh, euh, écrivait en 1858. Il avait monté la Forcanade, c'est-à-dire ces deux pigs-là, qui sont très, très, vous le voyez sur la partie de droite, qui sont très, très, très en pente. Il parle la Forcanade, ma belle fiancée. Je me félicite d'avoir ravi cette vierge. On est en 1858, vous écrivez ça en 2021, vous risquez d'avoir des ennuis avec quelques ligues féministes. Russell, d'une façon beaucoup plus retenue, il est à moitié britannique, il est irlandais, mais c'est un rien qui va dans ces grottes au-dessus du glacier d'Ossau. Non, chacune des silhouettes sommitales, il voit un visage et il dit la montagne
et ma confidente. Je reviendrai en troisième partie sur cette haute montagne et l'expression très chargée de sensualité, très chargée de, de ressenti des pyrénéistes qui, même s'ils ne l'écrivent plus actuellement, le ressentent quand même. On reviendra sur ces épousailles de l'homme et de la terre. Épousailles de l'homme et de la terre, c'est pas de moi, c'est de Schrader. Donc, je vais revenir maintenant à mon plan et à la deuxième partie de mon propos. Cette haute montagne avec des sommets qui sont à peu près de la même hauteur, eh bien, l'explication est paradoxale. Il s'agit de très vieux matériaux. Alors, les Pyrénées sont une montagne jeune dans la nomenclature scientifique, mais anthropomorphique, de la géographie et de la géologie. Montagne jeune, massif ancien ou montagne ancienne, on utilise ça surtout dans la géographie scolaire. Mais la géographie scolaire n'est pas une dimension de la géographie à négliger et à mépriser comme auraient tendance à le faire quelques spécialistes universitaires qui suivent la branche sur laquelle ils sont assis. Donc, les massifs anciens datent du primaire, les Pyrénées se sont mises en place au début du tertiaire, voici 65 millions d'années, alors que les Alpes se sont mises en place par après. Mais il s'agit de la reprise de vieux matériaux du primaire qui s'étaient accumulés, mais au Cambrien, à l'Antécambrien, avait même des phénomènes de volcanisme qui avaient été recouverts au secondaire par la sédimentation. Et puis le jeu de la tectonique des plaques fait que, par un mouvement de subduction que l'on voit apparaître ici, la plaque ibérique, qui fait partie elle-même de la plaque eurasiatique, va monter sur la plaque, la plaque ibérique, qui fait elle-même partie de la plaque africaine, je vous prie de m'excuser, il y a eu une erreur, va monter sur la plaque eurasiatique. Et de cette subduction, la plaque eurasiatique va passer dessous, nous allons avoir la tectonique, la surrection des matériaux. Et les matériaux les plus anciens vont passer en haut. Voilà. Donc, cette mise en place, il y a un nom scientifique que je vous donne à longueur de leçon, je la rappelle, c'est orogénie, du grec oro, relief, et génios, naissance de relief. Elle se continue encore actuellement. Elle a commencé il y a 65 millions d'années. Alors actuellement, elle se continue de façon très, très atténuée. Séisme, glissement de terrain, accumulation de matériaux, mais dorénavant, ce sont les actions anthropiques qui sont bien plus importantes que les mouvements naturels. Donc voilà pour cette tectonique des plaques qui va porter en hauteur des vieux matériaux qui se ressemblent tous, qui sont d'attitude subégale. Et la fameuse dentelle dont je vous parlais tout à l'heure, elle est consécutive à l'action des glaciers. Le modelé des glaciaires va donner les pics et les creux, mais auparavant, terminons avec la place de ces vieux matériaux dans les paysages. Nous avons les terrains rouges du Permien. Le Permien est un horizon de l'ère primaire avec des grès, avec beaucoup de minerais de fer. Les gens qui passent au Sans-Port, au col, voient des terrains du Permien. Il y a des culots volcaniques, comme ceux qui sont en arrière, c'est le volcan d'Osso. Donc des vieux matériaux de l'antécambrien. Nous avons aussi, et je change de diapo, des gneiss. Au XIXe siècle, on disait des laves. En gascon, on dit lavassos. C'est des gneiss qui ont été cuits et recuits, bouillis et rebouillis dans les orogénèses. Et quand vous arrivez en haut du Schrader, tout à l'heure je vous parlais du Schrader, on lui a donné le nom à ce géographe du grand Bachimal, mais on en reparlera. Et bien vous avez, on les voit là apparaître au premier plan,
des gneiss avec de la minéralisation, du minerai de fer, il doit y avoir un peu de cuivre, ça part en éboulis, ça part en cailloutis. Tous les gens qui sont allés faire de la montagne dans la haute vallée d'Or, vers Kaiawa, vers la Bélier, vers le Schrader, connaissent bien les éboulis de schiste carburé là, au pied du Schrader, un pas en avant, trois pas en arrière, un plaisir, enfin, between guillemets. Voilà, ces vieux matériaux portés en hauteur. Idem pour les calcaires du cirque de Barossa, du cirque de Baroud, qui sont des calcaires primaires, mais qu'on va aussi retrouver à Gavarnie. Et c'est ainsi que, par une permutation couche géologique altitude, les plus vieux matériaux se sont retrouvés dans la partie la plus élevée de la chaîne. Paradoxe qui n'est pas singulier et unique aux Pyrénées, on va le retrouver dans les Alpes. Je voudrais maintenant, dans une troisième sous-partie, aborder la marque de la neige et la marque des glaciers. On n'est pas à 3000 mètres pour rien. La haute montagne pyrénéenne est un conservatoire des formes glaciaires d'altitude mis en place au Quaternaire, avec des avancées, avec des reculs. Et la dernière avancée, c'est le petit âge glaciaire du 19e siècle. Et le recul, nous en vivons actuellement avec le réchauffement. Ça ne veut pas dire qu'il faille minorer l'effet du réchauffement actuel, qui est singulièrement accéléré par l'anthropisation de la planète. Alors, dans les Pyrénées comme dans les Alpes, même si le classement n'est pas satisfaisant, on distingue 4 glaciations. Première glaciation, Günz, Mindel, Günz, Ries et Wurm. Ces 4 noms un peu bizarres, Mindel, Günz, Ries et Wurm, sont des noms de torrents bavarois parce que ce sont les Allemands de Bavière qui ont étudié les premiers au XIXe siècle les glaciations. Nous, on s'en tiendra aux formes du tardiglaciaire, c'est-à-dire aux formes les plus actuelles. Ce sont celles qui marquent les paysages. Et ces formes glaciaires, quelles sont-elles? Nous allons les découvrir avec le modèle que, qui est sur la partie gauche de la diapositive. Alors, la vallée en Auge, eh bien, elle n'est pas aux 3000, elle est en contrebas, bien sûr. Nous allons avoir des surfaces reliques, c'est-à-dire ces vieux sommets subégaux dont Russell parle dans son texte, et puis des pointements qu'on appelle des hornes, ou alors qu'on appelle des nunataks, N-U-N-A-T-A-C-K, c'est un mot, S bien sûr, parce qu'il y en a plusieurs, c'est un mot inuit pour désigner des pointements de rochers qui sortaient d'une calotte glaciaire. Voilà, et puis nous avons tous les cirques glaciaires, avec dans les Pyrénées une variété de cirques particulières. Ce sont les cirques en vent, V-A-N, qui sont très très caractéristiques des Pyrénées. Alors, des cirques avec des hornes, et puis en contrebas, au pied des cirques et des crêtes, toute une série de lacs qui sont magnifiques. Nombre d'entre nous pratiquent un pyrénéisme des lacs qui nous permet de découvrir, sans aller au sommet, mais des petits lacs merveilleux de toutes les tailles. Ces lacs qui s'appellent Ibonne en Aragon, Ibones au pluriel, et je n'ai pas résisté au plaisir en ce mois de janvier de vous mettre une diapo du lac d'eau en hiver tel qu'il doit être maintenant, peut-être davantage gelé, mais on peut toujours rêver, confinement et restriction de circulation oblige en voyant cette photo. Nous avons aussi dans les formes glaciaires toute la série des moraines poussées par les glaciers, sauf que ces glaciers sont en train de régresser actuellement, alors ils poussent plus grand-chose. Les moraines frontales qu'on appelle des vallons, les moraines latérales, les plaines latérales d'obturation glaciaire, les terrasses de Cam,
les creux qu'on appelle des ombiliques, qui sont parcourus par le torrent qui va se répartir en chenaux, en astomosés, on appelle ça des zoulettes. Et tout à l'heure, nous avons vu comme photo de départ les zoulettes, les zoulettes de Gobe. Eh bien, nous les avons là, au pied du glacier. Tous ces paysages que ceux qui pratiquent la montagne ont l'habitude de parcourir, ce sont des formes de haute montagne. Le tout est marqué d'une part par l'enneigement, d'autre part par le réchauffement climatique. Alors, l'enneigement. La haute montagne pyrénéenne est une montagne neigeuse. Et cette montagne neigeuse vient de coups de vent de l'Atlantique et de la Méditerranée, et puis du sud, avec des fennes qui vont laisser sur la partie sommitale de la chaîne des quantités importantes de neige. Et j'ai pris comme diapositive d'illustration un coup de vent du sud en octobre 2020 sur la crête. C'est la tempête Barbara qui va déferler sur les Pyrénées, provoquant les dégâts que vous avez pu constater à l'automne dernier. Et au final, eh bien, nous avons cet enneigement extraordinaire et c'est le moment de faire une typologie des types, une typologie de la neige. Alors, nous avons les neiges collantes, les neiges balayées. Alors, neige balayée qui va s'accumuler en congère, neige collante qui est bonne pour faire des igloos et des bonhommes de neige. Et il y a une expression dans le Larbouste au-dessus de Bagnères de Luchon pour désigner la neige collante. Quand il tombe de la neige collante, on appelle ça Newar à Tarambax. Voilà. Et cette neige est appelée aussi Schlush. S-L-U-S-H. C'est un terme alpin. Les neiges de printemps, les neiges en grains, très appréciées des skieurs, la neige de sable qui tombe quand il fait moins de 10 degrés, c'est celle qui rentre dans les yeux là, quand on rentre et qu'on est bien fatigué et qu'on n'aimerait pas qu'il neige, juste à ce moment-là. Nous avons les neiges instables, facilement soulevées par le vent, et puis la neige roulée, un petit grain de glace blanc ou opaque, qui s'écrasent et qui rebondissent quand ils tombent sur le sol et qu'en gascon, nous appelons la greniche. Tous ces paysages de neige donnent, toutes ces chutes de neige, pardon, donnent les paysages de la neige dans les Pyrénées, qui sont toujours des paysages somptueux. Et je reviens avec mon taillon Gabietou de tout à l'heure, et j'en reparlerai encore tout à l'heure en parlant des glaciers. Et puis, une neige sur le Mont Calme, c'est quand même magnifique. Alors, la marque du réchauffement climatique se marque par les glaciers. Et les glaciers pyrénéens, qui sont les plus méridionaux d'Europe, sont en train de mourir. Ils sont en train de disparaître. Et depuis 1850 et la fin du petit âge glaciaire, eh bien, les glaciers régressent et ils ont perdu 90% de leur superficie depuis 1850, en passant de 23 km² à 3,5 km² en 2012. J'indiquerai en bibliographie tous les travaux des scientifiques à ce sujet et les travaux de l'association Morène qui fait des travaux de glaciologie. 30 glaciers sur toute la chaîne, les plus nombreux sur le versant nord, vous vous en doutez. Le plus étendu en Espagne, c'est le glacier de l'Abeto. Vous l'avez sur la partie de gauche de la photo, 69 hectares. Il y a le glacier d'Ossou, 45 hectares, en pleine régression. Le glacier de la Maladeta, le glacier du Mont Perdu. Et tout à l'heure, on a vu le glacier des Houlettes de Gobe, qui lui aussi est en train de fondre et de mourir. Et quand on y va, c'est toujours de la peine. On a l'impression d'une bête qui est en train de mourir. Voilà. Dans les Pyrénées, une telle régression s'inscrit dorénavant dans des paysages mémoriels. Au XIXe siècle, Schrader a peint et dessiné les séracs
de neige du Gabietou. Et ces rags de neige n'existent plus. Les grottes de Cerbiona, creusées par Russell au-dessus du glacier d'Ossou, sont dorénavant à 14 mètres au-dessus de la surface du glacier. Donc, tout c'est comme une nature d'altitude, dorénavant disparue, quand bien même elle appartienne au patrimoine pyrénéen. Et c'est cette disparition qui marque aussi les perceptions que nous avons de la montagne, celle d'un monde qui est en train de disparaître. On a vu le monde rural disparaître, et là on a le monde de la glace qui est lui aussi en train de régresser. Et chaque année, le fond du glacier Lossou, eh bien, euh, va reculer, va reculer, et nous le voyons ainsi euh, petit à petit disparaître. Voilà. Donc, je termine ainsi cette leçon, cette première partie de ma leçon. La prochaine fois, nous verrons la deuxième et la troisième partie, répartition spatiale et conquête des hauts, c'est-à-dire toute la dimension sociale, sociologique, voire anthropologique de cette conquête des trois villes. Je vous remercie de votre attention et je vous dis à la semaine prochaine. Merci.